Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 76 d'Histoire en série où je reçois Aude Méret. Bonjour Aude. Bonjour. Alors Aude, vous êtes agrégée et docteur en histoire, vous êtes directrice de recherche au CNRS et membre du laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, le LAMOP, CNRS Paris 1. Vous êtes spécialiste d'histoire culturelle et politique de l'Angleterre à la fin du Moyen Âge et plus particulièrement des rapports entre les langues et la société. Vous travaillez notamment sur le développement de l'anglais. Depuis quelques années, vous vous intéressez aussi de près au médiévalisme et vous tenez d'ailleurs dans ce sens un séminaire qui a lieu depuis 2 ans autour de ces questions du médiévalisme. Vous avez publié notamment Une Angleterre entre rêve et réalité, littérature et société en Angleterre au XIVe siècle en 2007, et puis une biographie de Richard III en 2011, et enfin une synthèse sur la guerre de 100 ans en 2017. Donc, vous l'aurez compris, chers auditeurs, aujourd'hui, avec Aude, on va évoquer l'Angleterre, mais une Angleterre peut-être mythique, mythologique, en tout cas médiévaliste. C'est l'Angleterre de Merlin. Alors, première question, Aude, est-ce que vous pourriez nous présenter cette série ? Alors, donc, c'est une série qui a été produite par la BBC, donc célèbre chaîne britannique, s'il en est, qui a fait 5 saisons de 13 épisodes chacune, qui ont été diffusés entre 2008 et 2012 sur BBC One. Et elle a connu un succès certain, puisque, en gros, elle a rassemblé quand même entre 5 et 6 millions de spectateurs en moyenne dans le Royaume-Uni. Donc, je ne parle pas des États-Unis, etc. Donc, c'est quand même tout à fait respectable et il y a encore beaucoup de fans. Les sites, notamment les wikis, etc., sont encore très actifs, même aujourd'hui, 8 ans après la fin de la diffusion de la série. Donc, c'est une série qui a été créée par Gillian Murphy et Johnny Capps. Et au départ, leur idée est venue d'une inspiration d'une autre série qui s'appelle Smallville, qui a été diffusée entre 2001 et 2010 et qui portait sur la jeunesse de Superman. Donc d'emblée, ils ont voulu faire une série parlant donc de la jeunesse de Merlin et forcément d'Arthur aussi. Et on peut faire d'emblée un parallèle avec les romans d'initiation qui existent à toutes les époques, sur comment de jeunes garçons deviennent peu à peu des hommes tout au long des 5 séries des 5 saisons de la série, pardon, aussi bien pour Merlin que pour Arthur. Et d'ailleurs, au début de la saison 1, on voit bien leurs défauts de jeunesse. En particulier, chez Arthur, on le présente comme un peu arrogant, un peu prétentieux. Et Merlin, il est aussi un petit peu prétentieux quand même. Et il remet Arthur à sa place dès le premier épisode, alors que, a priori, c'est un moins que rien, si on peut dire. Et ce qui montre aussi que c'est vraiment sur leur jeunesse et leur transformation, c'est qu'Arthur ne devient roi que dans l'épisode 3 de la saison 4. Donc, il y a quand même 3 saisons et demie presque où Arthur n'est encore qu'un prince et Uther est roi, ce qui est une différence assez notable avec les versions médiévales. Alors, c'est ce qu'on appelle en Angleterre une série Three Generations, c'est-à-dire une série familiale qui est censée rassembler tout le monde, comme par exemple la célèbre série Doctor Who, même si Doctor Who est construite de manière un peu différente. Mais d'emblée, quand même si c'est une série où il y a beaucoup de comédie, beaucoup de moments qui sont censés être drôles, etc., il y a quand même une sombre dimension. Puisque, par exemple, l'histoire commence, donc c'est vraiment le premier épisode, l'épisode pilote de la série. L'histoire commence avec l'arrivée du jeune Merlin à Camelot, donc sous le règne d'Uther Pendragon. Et dès les premières scènes, en fait, il arrive et il y a un magicien qui est exécuté en place publique et sa mère, après, maudit le roi Uther Pendragon. Donc, on est quand même tout de suite mis dans le bain d'un
d'un certain drame, hein, on sait tout de suite que Uther Pendragon, par exemple, déteste les magiciens, alors que Merlin, évidemment, est un jeune magicien, mais déjà très puissant. Donc Merlin a à peu près le même âge qu'Arthur et il devient rapidement, par un ressort un peu comique, le serviteur d'Arthur, parce qu'il lui a quand même sauvé la vie. Et au fil de et donc la mort d'Arthur, hein, l'épisode final marque la fin de la série. Arthur meurt comme dans les versions médiévales et donc il ne peut pas y avoir de suite à la série, même si parfois des fans ont pu réclamer une 6e saison, c'était quand même un peu compliqué. Donc au fil du déroulement principal de l'histoire, hein, qui ponctue toutes les saisons, il y a quand même de nombreux épisodes anecdotiques qui sont souvent ceux où la comédie est la plus présente d'ailleurs, qui est peuplée de personnages fantastiques divers et variés, qui viennent d'ailleurs plus souvent des romans, enfin de l'influence des romans de fantasy que des sources médiévales elles-mêmes. Par exemple, on retrouve dans l'épisode 11 de la saison 1 une licorne. Dans la saison 2, dans les épisodes 5 et 6, on retrouve une troll déguisée qui veut séduire Uther Pendragon pour l'épouser et s'accaparer toutes ses richesses. Dans la saison 3, il y a un gobelin. Donc, il y a quand même voilà, beaucoup d'épisodes anecdotiques. Il y en a aussi quelques-uns qui sont inspirés de personnages médiévaux. Par exemple, le roi pêcheur, hein, qui dans les romans médiévaux protège le Graal, qu'on rencontre dans la saison 3 à l'épisode 8. Donc, on appelle ça un feuilleton sérialisant, hein, par rapport à d'autres séries. Et là, on peut faire quand même, ce qui est intéressant d'ores et déjà, c'est qu'on peut faire un parallèle avec les romans en prose du XIIIe siècle français, qui étaient des romans absolument fleuves, hein, qui comptent des milliers de pages et qui sont finalement construits un petit peu sur le même modèle, puisqu'on a l'histoire qui se déroule et qui est ponctuée d'épisodes, d'aventures de chevaliers, de choses comme ça. Donc, c'est vraiment déjà un parallèle intéressant qu'on peut faire, mais pas que pour la série de Merlin, évidemment. Alors, cette série, elle a été tournée dans le Pays de Galles, le Surrey, donc en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, et beaucoup dans le château de Pierrefonds, qui se situe dans l'Oise, qui représente le château de Camelot dans la série. Et donc, pour mémoire, hein, c'est un château qui a été construit à la fin du Moyen-Âge et qui a été restauré par le célèbre Viollet-le-Duc au 19e, hein, qui a aussi restauré Notre-Dame de Paris. Et pour le coup, là, on a quand même une imagerie médiévalisante très forte dans la série. Donc, évidemment, il y a le château avec la ville autour. On a les tavernes, on a des tournois avec des mêlées, alors qui sont vraiment des tournois qui ressemblent plus à des tournois du XVe siècle qu'à des tournois de l'époque de Merlin. On a des banquets, les costumes sont aussi extrêmement médiévalisants. Donc, on a vraiment d'emblée un mélange entre une fantaisie qui est vraiment quand même très médiévalisante. Et on a aussi énormément de sources qui ont été utilisées pour cette série, et vraiment un mélange de sources médiévales, folkloriques et contemporaines. Donc, on voit bien que la dimension de fantaisie contemporaine est très nette. Par exemple, avec le traitement de l'espace, la BBC a produit une carte de Camelot et de sa région, hein, qui ressemble vraiment de très loin aux cartes de l'Angleterre et du Pays de Galles de cette époque. Et on retrouve donc pas mal notamment, on a une grande influence des romans de Mary Stewart, qui est une des grandes trilogies sur Merlin. Donc le premier volume s'appelle The Crystal Cave et qui a aussi la particularité de mettre en scène au début un Merlin jeune. Et donc, qui sont extrêmement inspirés de Mary Stewart. Ils sont aussi beaucoup inspirés de Marion Zimmer notamment pour tout ce qui concerne le traitement de la magie, le traitement du paganisme, etc., même si la dimension chrétienne n'est pas du tout présente dans le Merlin de la BBC. Et cela dit, donc on a quand même beaucoup d'éléments des sources médiévales, mais souvent très détournés. Par exemple, la plupart des personnages apparaissent sous un jour assez inattendu. Donc on peut citer Guenièvre, surnommée Gwen, qui est la servante de Morgane,
qui a pas du tout le statut de princesse qu'elle a dans toute la tradition médiévale et même contemporaine. Lancelot et Gauvin sont des combattants, mais qui ne sont pas nobles, ce ne sont pas des chevaliers. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais ils refusent dans un premier temps d'être chevaliers. On retrouve aussi Tristan et Iseut, grand mythe médiéval, qui là sont présentés comme des contrebandiers. La seule chose qui reste, c'est que c'est un couple qui s'aime d'un amour éperdu. Et il y a quand même aussi quelques personnages complètement inventés, par exemple Gaius, l'oncle de Merlin et le médecin du roi, qui est une espèce de Merlin vieillissant, mais qui a quand même pas mal de différences, notamment pour tout ce qui est sa dimension de scientifique, entre guillemets. Donc voilà, on a quand même un mélange détonnant, mais ils ont quand même beaucoup fouillé les sources médiévales, ce qui est pas inintéressant. Ce qui est parfois justement un peu désarçonnant, au début en tout cas, quand on regarde cette série, produite par la BBC sur Merlin, vous avez commencé à l'évoquer, c'est, la figure justement de Merlin qu'on imagine, justement souvent plutôt âgé et là pas du tout, hein. On a un Merlin très, très jeune. Alors justement, est-ce que, par rapport à cette série-là, Aude, vous pourriez nous faire, un portrait de Merlin tel qu'il est montré, à travers la série de la BBC? Alors, Merlin, c'est un personnage qui est très ancien, il a des origines celtiques au départ. On pense qu'il y a déjà des contes qui circulent au moins au IXe siècle, même si les traces écrites sont beaucoup plus tardives. Il est aussi appelé Emrys, d'ailleurs, c'est un nom qui apparaît dans la série. Et Emrys, c'est son nom celtique, entre guillemets. Parfois, il est même appelé Merlin Emrys. Mais le Merlin tel qu'on le connaît habituellement, il est façonné principalement au XIIe siècle, dans un ouvrage qui a été rédigé dans les années 1130, 1140 par un clerc qui s'appelait Geoffrey de Monmouth et qui apparaît d'ailleurs dans la série en tant que bibliothèque royale, hein, notamment dans l'épisode 5 de la saison 1. Et alors, Geoffrey de Monmouth, c'était vraiment un génie parce qu'il a réussi à inventer toute une nouvelle tradition de l'histoire des îles britanniques. Et en fait, basiquement, c'est lui qui a inventé le roman arthurien, enfin, qui a inventé la légende d'Arthur et qui a inventé la légende de Merlin telle qu'elle est connue, donc en déformant, en retravaillant les sources celtiques. Et à partir de là, il y a plusieurs archétypes de Merlin qui sont construits et qui font perdurer pendant très très longtemps. D'abord, celui de l'homme sauvage, qui la relève très nettement de la tradition celtique. Dans les premiers poèmes celtiques, par exemple, c'est un prince, mais un prince qui est devenu fou à la suite d'une bataille et qui est parti se réfugier dans la forêt. Et à partir de là, il vit en communion avec les animaux et il a des dons prophétiques. Donc ça, c'est la première tradition. Une autre tradition, c'est que on l'a longtemps appelé un fils sans père, hein. C'est-à-dire que son père, en fait, dans Geoffrey de Monmouth et dans les textes postérieurs, serait ce qu'on appelle un incube, c'est-à-dire une sorte de démon. Mais Dieu aurait rédimé Merlin parce que sa mère était très pieuse et très sainte, et donc Merlin est du côté du christianisme, hein. C'est un personnage chrétien, il ne faut pas l'oublier, dans la tradition médiévale en tout cas. Donc c'est un fils sans père, c'est un prophète, je l'ai dit. C'est aussi très rapidement un conseiller, puisqu'il conseille. Alors ce qui est intéressant, c'est que chez Geoffrey de Monmouth, Merlin et Arthur ne se rencontrent pas. C'est plus tard que ça va être fait. En revanche, Merlin connaît Uther Pendragon et son frère Ambroise. Donc Uther, c'est le père d'Arthur, hein, et il est déjà présenté comme un conseiller de ces deux hommes. C'est aussi bien sûr un petit peu un magicien, mais ça c'est une dimension qui va surtout être développée dans les romans français postérieurs. Mais il faut quand même souligner qu'au Moyen Âge, il n'apparaît pratiquement jamais comme un vieil homme. La tradition du vieil homme, c'est plutôt une tradition du 19e siècle. C'est vraiment au 19e que cette représentation apparaît. Et enfin, bien sûr, mais là c'est aussi un petit peu postérieur, ça deviendra l'amant de la fée Viviane qui l'enserrera dans une tombe à jamais, mais ça aussi c'est un petit peu postérieur. Alors dans la série, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Merlin ne reprend qu'assez peu
de ces archétypes, finalement. C'est pas un prophète, c'est un fils sans père au début, puisque à la fin de la deuxième saison, on découvre son père qui est en fait un dragonnier. On reviendra sur la question des dragons. Ce n'est pas un prophète. Ça devient petit à petit un conseiller, mais vraiment petit à petit, parce qu'il est quand même un serviteur d'Arthur au départ, hein, c'est pas son conseiller. C'est pas vraiment un amant. Il y a un épisode dans la saison 2 où il a une fugace histoire d'amour avec une jeune druidesse, mais cette pauvre druidesse est frappée d'une malédiction et qui l'a fait se transformer en un animal terrible. Donc elle finit par mourir. Donc c'est vraiment là-dessus, il n'a pas de chance. Et c'est vrai que ce qui apparaît principalement dans la série, c'est vraiment ses pouvoirs de magicien. On le voit dès le début, hein, dès le premier épisode, c'est que c'est un magicien extrêmement puissant, mais comme il est tout jeune, il ne contrôle pas encore bien sa magie. Et petit à petit, il apprend à la contrôler et il conseille toujours plus Arthur. En revanche, il y a d'autres caractéristiques de Merlin qui vont être transférées dans certains personnages de la série. Par exemple, même si lui-même n'est pas prophète, d'autres personnages de la série énoncent des prophéties. En particulier, par exemple, dans la saison 5, dans la saison 3, pardon, dans l'épisode 5, on rencontre un autre personnage celtique extrêmement célèbre, qui est souvent associé à Merlin dans les textes celtiques, qui s'appelle Taliesin, et qui lui dit à quel point son destin est important, etc., et donc qui prophétise. Et par ailleurs, en plus de sa fonction de magicien, il a une fonction qui n'apparaît pas dans la tradition médiévale, mais qui apparaît dans la fantaisie moderne, c'est celle de dragonnier, puisque je l'ai dit, son père, donc, qui apparaît à la fin de la saison 2, est son dragonnier, et en mourant, lui transmet tout son pouvoir, en fait. Et là, ça relève plus de romans tels que Eragon, par exemple, qui est un roman très connu. Même si les dragons sont quand même présents dans l'univers arthurien et en partie liés à Merlin. Et d'ailleurs, le dernier dragon dans la série est un personnage majeur. Il a été fait prisonnier par Uther à la fin on y reviendra, de la grande purge contre tout ce qui est représenté quelque chose de magique. Et dès le premier épisode, il devient en quelque sorte un des deux conseillers de Merlin avec Gaius, qui le recueille donc à Camelot, même si Merlin n'écoute pas toujours ni l'un ni l'autre, il faut bien le dire. Donc au total, on voit que effectivement, même si les sources médiévales sont quand même bien connues des auteurs, ils n'ont retenu que la caractéristique qu'on connaît le mieux aujourd'hui et qui relève plus des romans contemporains ou de la fantaisie contemporaine, qui est vraiment l'aspect de magicien. Effectivement, vous avez raison. Dans notre imaginaire collectif, Merlin est associé, alors vous l'avez rappelé aussi, à un personnage âgé. Vous avez bien montré que c'est une évolution là aussi, puisque ce n'est pas le cas au Moyen Âge, c'est plutôt à partir du 19e siècle que cela apparaît. Mais c'est surtout la magie qui est importante et Merlin, c'est le magicien par excellence. Alors justement, dans cette série-là, on le voit, vous l'avez dit, pratiquer la magie, mais on voit aussi qu'il y a une sorte d'opposition, qui est mise en avant entre magie et science, avec une qui paraît une pratique ancienne et l'autre une pratique, la science, qui est beaucoup plus moderne. Aude, qu'est-ce qu'on peut dire, là-dessus sur la série Merlin de la BBC? Alors effectivement, alors la magie est quand même au cœur de la série. Très clairement, c'est vraiment, elle est mise en avant durant toute la série et elle constitue en plus un ressort de la trame narrative très important, puisque la magie, toute forme de magie, est interdite par Uther Pendragon depuis ce qu'ils appellent dans la série la Grande Purge, qui a été lancée 20 ans plus tôt, donc par Uther, pour nettoyer le royaume de Camelot de tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à de la magie. Et en fait, bon, on l'apprend un petit peu plus tard, c'est pour des raisons personnelles, c'est une vengeance en fait, puisque sa femme, Igerne, donc, qui est le nom de sa femme dans les romans médiévaux, était stérile et qu'il a fait appel à une magicienne qui s'appelle Nimue, Nimue en fait dans la tradition médiévale, c'est un des noms de Viviane, de la fée Viviane.
Et donc, il a fait appel à elle pour qu'il ait un enfant, un héritier, parce qu'il n'avait pas d'héritier du trône. Et Nimue a accepté, sauf que dans la magie de l'ancienne religion, je vais y revenir dans un instant, et ben, ce genre de choses a un coût. Et le coût, c'est une vie pour une vie. Et du coup, Ygerne met Arthur au monde, mais meurt. Et donc, fou de désespoir, Uther décide de proscrire toute la magie de tout le royaume de Camelot, en considérant qu'elle est intrinsèquement mauvaise. Et ce qui n'empêche pas que la série est saturée de diverses formes de magie. Alors, on trouve absolument toute la gamme, hein, de la magie la plus bénéfique à la nécromancie la plus obscure. On a aussi une opposition entre la magie naturelle, c'est le don naturel de la magie, euh, qui est d'abord incarné par Merlin, puisqu'au départ, Merlin n'a rien appris, hein, sa magie est entièrement naturelle, mais il apprend d'autres formes de magie acquises dès le début, puisque Gaius, donc son oncle et le médecin du roi qui le recueille, lui donne son livre de magie, puisqu'en fait c'est un ancien magicien qui ne pratique plus. Et ça peut renvoyer à différentes formes de magie qui existaient au Moyen-Âge, où on opposait aussi un petit peu la magie naturelle à la magie acquise, avec toutefois, et on retrouve aussi des éléments très importants de la magie médiévale, à savoir la maîtrise des éléments, le pouvoir des plantes, des pierres et tout ça, en lien aussi avec l'alchimie et la médecine. Et on retrouve aussi la nécromancie, donc qui existe au Moyen-Âge, mais qui n'est pas toujours considérée comme mauvaise. Ça dépend des auteurs. Pour certains, c'est juste une forme de magie parmi d'autres. Pour d'autres, c'est de la magie malveillante. Et donc Merlin apparaît d'emblée, je l'ai dit, comme un personnage vraiment très très puissant, hein, ce que Gaius lui dit, ce que le dragon lui dit dès la fin du premier épisode. Et donc l'un des ressorts de la série, c'est son apprentissage, le fait qu'il apprenne petit à petit à contrôler la magie. Et plus il y arrive, plus il est puissant. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, à partir de la fin de la saison 2 ou du début de la saison 3, il apprend, pour pouvoir pratiquer la magie sans se faire prendre, à se métamorphoser en vieillard. Et donc finalement, on retombe quand même sur nos pattes des romans, des représentations contemporaines de Merlin, où on le voit pratiquer la magie en tant que vieillard. Mais il est métamorphosé, il n'est pas vieux pour de vrai. Et donc par ailleurs, comme je l'ai dit, il apprend aussi dans les livres, et en particulier dans ceux de Gaius. Cela étant, pratiquement toutes les formes de magie dans la série sont quand même d'une manière ou d'une autre liées à ce qui est appelé l'ancienne religion, Old Religion, qui est là et excusez-moi, qui est là est directement emprunté aux ouvrages de Marion Zimmer Bradley, et qui est une magie immémoriale, qui est intimement liée à la Terre, hein. C'est la magie qu'on trouve dans l'île Fortunée, dans l'île des Bénis, dans la cave de cristal, etc. Et qui est immémoriale, mais qui est souvent implacable, c'est-à-dire que c'est une magie qui est ni bonne ni mauvaise, mais c'est une magie qui doit toujours être équilibrée. Donc, s'il y a quelque chose de positif à côté, il y a quelque chose de négatif. S'il y a la vie, il y a la mort à côté, etc. C'est ce que j'ai montré avec l'exemple de la conception d'Arthur. Et, mais on a aussi quand même différents courants, c'est-à-dire qu'on y reviendra, bon, on a les sorcières extrêmement puissantes comme Nimue, Morgause et plus tard Viviane, qui sont les sorcières, enfin les pratiquantes de l'ancienne religion, donc qui sont extrêmement puissantes. Mais on a aussi les druides, qui sont des communautés en fait et qui sont cachées depuis la Grande Purge, mais qui eux pratiquent une magie plutôt bénéfique, même si elle est en partie aussi tirée de la magie de l'ancienne religion, mais eux, ils ont quand même une pratique très bénéfique, à tel point que à un moment, malgré le fait qu'ils soient poursuivis et pourchassés, ils vont sauver un des chevaliers d'Arthur grâce à leur magie, ce qui se retournera contre eux, mais ça, je ne vais pas non plus spoiler tout ce qu'on dit. Et
donc, on a également des magiciens qui opèrent tout seuls, qui sont des sorciers plus ou moins nécromanciens. Enfin, on a vraiment, évidemment, on a vraiment tout un ensemble, toute la gamme possible et imaginable des formes de magie qui peuvent exister. On a aussi, comme dans toute bonne fantaisie et comme dans tout bon roman médiéval, énormément d'objets magiques. Alors, par exemple, il y a l'épée Excalibur, évidemment, qui là a la particularité d'être forgée dans le souffle d'un dragon et qui donc ne peut pas se casser, ne peut pas s'abîmer, etc. Et tue à coup sûr, voilà. Et d'ailleurs, le dragon ne confiait Excalibur à Merlin, qui lui-même va finir par le confier à Arthur, mais que sous des conditions draconiennes, hein, c'est le cas de le dire. On a aussi un autre objet très important dans la série qui est la coupe de vie, qui en fait est une version séculière du Graal. Hein. On sait que le Merlin et le Graal sont extrêmement importants dans la légende arthurienne. Et là, la coupe de vie est donc une coupe immémorielle qui permet donc justement soit de donner la vie, soit aussi de donner la mort en en formant des morts vivants. Hein, ça arrive un moment dans la série. Et c'est une coupe qui est conservée dans un endroit pratiquement inaccessible, à part à certaines personnes, comme Merlin justement, ou Nimue, voilà, donc dans une île, dans l'île d'Avalon. On a aussi, alors là, de manière un petit peu plus anecdotique, mais la pierre philosophale des alchimistes, que l'on retrouve dans plusieurs épisodes. On a également la fiole d'Avalon, qui est donnée à Merlin par le roi pêcheur dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est en fait une fiole qui permet de voir de donner la lumière dans le noir absolu. Donc là, qui fait beaucoup plus penser au Seigneur des Anneaux, à Tolkien, quand Galadriel donne une petite fiole à Frodon qui va lui permettre de traverser le Mordor. Et donc, on a comme ça toute une série je ne vous les ai pas tous notés, mais il y a aussi des bâtons magiques, enfin, tout un tas de choses, des cristaux qui permettent de transformer les gens. Enfin, bon, voilà, il y a vraiment énormément d'objets magiques. Mais effectivement, en particulier dans les 2 premières saisons, la magie est parfois, entre guillemets, opposée à ce qui pourrait apparaître comme une science moderne, qui relève en particulier de la médecine, et qui est incarnée par le médecin Gaius, qui est donc quand même un des personnages très très importants de la série, qui est donc le médecin du roi. Et même si c'est un ancien magicien, à plusieurs reprises, dans les 2 premières saisons en tout cas, parce que finalement il est obligé de se remettre à la magie au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire, mais il tient à plusieurs reprises des grands discours, même à Merlin, hein, alors même qu'il sait qu'il est magicien, selon laquelle l'anatomie, la médecine sont des sciences, et il emploie vraiment un vocabulaire tout à fait moderne. Hein. C'est une science rationnelle, une science raisonnée, et donc c'est quand même extrêmement important de développer ça, et son rôle est aussi d'apprendre à Merlin finalement cette science qui n'est pas du tout de la magie. Bon, après, ça devient un petit peu incohérent à partir de la saison 3, comme je le disais, Gaius finit par se remettre à pratiquer la magie à des moments où il n'a absolument pas le choix, notamment pour sauver Merlin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi, et là on retrouve une espèce de position entre ancien et moderne, entre guillemets, il y a aussi un parallèle qui est fait avec une certaine opposition entre les tenants d'un libre arbitre et les tenants de l'accomplissement d'une destinée. Et là, on retrouve une opposition encore entre Gaius et le dragon, Kilgara, qui sont donc les 2
conseiller de Merlin dans les 2 premières saisons, où le dragon lui dit que voilà, Merlin doit accomplir sa destinée, doit protéger Arthur pour réunir le royaume d'Albion, ça on y reviendra, et qu'il n'a pas le choix en gros, alors que Gaius au contraire dit à plusieurs reprises à Merlin que non, même si effectivement le destin est un élément important, il a quand même son libre arbitre et à un moment c'est lui qui doit faire des choix et choisir la voie qu'il voudra prendre. Donc on a quand même une réflexion assez intéressante, même si alors là, pour le coup, elle est complètement en dehors de la tradition des romans médiévaux, même si au Moyen-Âge, la médecine et la magie ne sont jamais très très loin. On a quand même un discours qui est assez moderne, entre guillemets, entre magie et science, mais aussi de la manière dont on utilise les différentes technologies, entre guillemets, puisque finalement la magie est quand même présentée comme ni bonne ni mauvaise, mais c'est les hommes et les femmes qui la rendent, enfin qui l'utilisent de manière bonne ou de manière mauvaise. Donc finalement, il y a le seul personnage de la série qui est absolument convaincu que la magie est mauvaise, c'est Uther Pendragon, mais même Arthur est un petit peu moins convaincu. Et donc, on voit toute une dialectique qui se met en place, mais cette dialectique, elle insiste quand même sur le fait que voilà, la magie comme la science, ce sont des outils et c'est les humains qui vont modeler ces outils pour en faire, pour répondre à leurs projets et en faire ce qu'ils veulent. Autre thématique qui apparaît justement moderne dans cette série, c'est la notion de tolérance avec cette idée que le roi, lui, est souvent intransigeant et intolérant, ce qui n'est pas le cas bien sûr de Merlin, mais aussi on va le voir de Arthur. Et puis il y a des vrais questionnements qui apparaissent dans cette série, notamment sur la place de la noblesse, comment est-ce qu'on devient noble. Et on va voir que petit à petit, en filigrane, sur la pensée d'Arthur, va apparaître l'idée que la noblesse, ce n'est pas le sang, la noblesse, ça s'acquiert par ses mérites et on arrive petit à petit au principe d'égalité qui définit d'ailleurs un des grands aspects d'Arthur, c'est la table ronde. Tout à fait. Alors effectivement, ça c'est une des grandes thématiques de la série aussi, qui est d'ailleurs liée à l'usage de la magie, hein. C'est que Uther incarne vraiment l'intolérance envers tout ce qui se rapproche, donc je l'ai dit de près ou de loin, d'un magicien, et il le fait avec un discours soi-disant rationnel, c'est-à-dire au nom de sa responsabilité de la protection du royaume, au nom de, voilà, il ne peut pas laisser les magiciens faire du mal à son peuple, il ne peut pas les laisser détruire le royaume, etc. Donc, s'il agit de manière aussi dure, etc., y compris à un moment en voulant tuer un enfant, hein, c'est vraiment au nom de sa responsabilité. Et le problème, c'est que cette intolérance, c'est un des ressorts de la série, donc ça va en retour provoquer l'intolérance et la haine de deux grandes héroïnes de la série, Morgause et Morgane, qui, entre parenthèses, est la fille d'Uther, ce qu'on apprend à la saison 3, mais bon, qui comme sa fille. Et Morgane, alors qu'elle est plutôt gentille et réservée au début de la série, finit par incarner le mauvais usage de la magie, parce que c'est vraiment la haine qu'elle finit par porter à Uther, euh, qui la transforme. Et cette transformation, tout au long de la série, elle est saisissante, hein. L'actrice, pour le coup, a fait une performance assez exceptionnelle. Et le tournant se situe dans l'épisode 3 de la saison 2, lorsqu'elle découvre qu'elle est elle-même magicienne. Et là, c'est vraiment à ce moment-là que voilà, elle va devenir l'ennemie d'Uther, d'Arthur, de Merlin, etc. Et que, accessoirement, du coup, elle va revendiquer le trône puisque c'est la fille d'Uther. Et à cet égard, on a vraiment un épisode, par exemple, qui est paradigmatique, c'est l'épisode 8 de la saison 1. Donc, il y a un druide et son fils qui arrivent, parce qu'ils ont besoin à un moment quand même de récupérer, enfin d'acheter des choses. Mais le père se fait attraper. Il est mis à mort par Uther, hein, puisque c'est un druide, mais l'enfant
qui est en fait Mordred. Donc là aussi, Mordred n'est pas du tout le personnage qu'il est dans les romans médiévaux. Donc Mordred, qui est donc un jeune druide magicien, est sauvé par Merlin et Morgane. Et Uther fait tout pour le retrouver, mais finalement, ils arrivent à le faire s'échapper. Et même Arthur, qui n'ose pas encore trop contredire son père à ce moment-là, même Arthur n'est pas d'accord avec son père sur le fait de tuer l'enfant. Et finalement, d'ailleurs, Arthur, plus tard dans la série, engagera, si je puis dire, Mordred comme chevalier, mais Mordred finira par se retourner contre lui, non pas par trahison, non pas parce qu'il est méchant et qu'il veut le trahir comme dans les romans médiévaux, mais parce que on l'a empêché son amour avec une jeune druidesse qui est exécutée. Alors ça, c'est effectivement donc le thème de l'intolérance autour de la magie qui est très important. Mais il y a aussi d'autres thèmes, effectivement, comme vous l'avez dit, qui apparaissent, à commencer par les interrogations sur la nature de la noblesse. Pour Uther, la noblesse n'est liée qu'au sang, mais pour d'autres, à commencer par Lancelot et Gawain, donc Gauvin, qui sont quand même dans les romans médiévaux, les parangons de la chevalerie, si on peut dire. Donc pour eux, elle est liée à la valeur et au mérite. Lancelot, par exemple, dans l'épisode 5 de la saison 1, Lancelot apparaît pour la première fois, ce n'est pas un noble et il ne veut pas devenir noble, mais c'est quand même un bon combattant qui est extrêmement valeureux et qui d'ailleurs finira par se sacrifier pour sauver Arthur et ses compagnons. Gawain, quant à lui, entre en scène dans la saison 3, à l'épisode 4, et là encore, il déteste Uther parce que justement à cause de sa conception de la noblesse qui est beaucoup trop restreinte, alors que c'est un fils de chevalier noble, mais Uther n'a pas voulu dédommager sa veuve quand il est mort au combat. Et donc Gawain en a gardé une solide rancune. Et finalement, Arthur finit par adopter l'opinion. Et alors, dès le début, de temps en temps, il fait des petites remarques à son père en disant oui, quand même, père, géré, machin. Dans la saison 3, il défend Gawain. Il faut dire que Gawain lui a fait la vie. Une des versions qui existent au Moyen-Âge, au XIIe siècle, ou dans une des versions de la légende, effectivement, c'est Arthur qui crée la table ronde et qui décide, pour pas qu'il y ait de problème entre ces différents chevaliers, entre ces différents comtes, etc. Enfin, ça reste au niveau aristocratique quand même, il ne faut pas exagérer à l'époque, mais de faire une table ronde pour qu'il n'y ait pas de problème de préséance, qu'il n'y ait pas de problème de prééminence. Donc, on a vraiment là, effectivement, une source médiévale assez précise sur la question. Et même, ça se voit même beaucoup plus tôt, dans la saison 1, par exemple, dans l'épisode 10, Arthur et Merlin vont défendre le village de la mère de Merlin, qui est attaqué par des bandits. Et donc là, il y a tout un épisode sur justement cette question de l'égalité, là où où il galvanise les paysans pour qu'ils se battent à l'égal de chevaliers nobles, etc. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que pour certains spécialistes, c'est quand même une série conservatrice, donc qui met en exergue l'unité de la Grande-Bretagne et le pouvoir masculin dominant. C'est notamment le cas d'Ellis Meredith, qui, alors je la cite, nous dit: la série nous laisse gouverner par la gentille, passive, sage et séculière Guenièvre qui rappelle l'actuelle reine britannique. Bon, c'est pas forcément très gentil pour Guenièvre, mais enfin, ça c'est autre chose. Merlin attend toujours le retour d'Arthur, un gouverneur mâle, un unificateur politique et un conquérant, une autorité séculière et un héros légendaire. Il attend la personne qui résoudra les préoccupations sociales de la série et fera surgir le monde dont nous rêvons. Alors, je pense, honnêtement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense pas que l'attente du retour d'Arthur, alors l'idée du retour d'Arthur, c'est aussi quelque chose qui existe dans les légendes médiévales. Donc l'attente du retour d'Arthur implique forcément l'attente d'un conquérant viril, puisque justement, on a vu Arthur petit à petit évoluer vers un désir de plus grande égalité, vers un désir de récompenser les gens au mérite, si je puis dire. Donc là, je la trouve un petit peu difficile, mais il y a effectivement
quand même la question de la balance entre le pouvoir masculin et la place des femmes dans la série. Oui, justement, j'allais continuer sur cette thématique-là. Nous sommes partenaires au podcast Histoire en série avec l'association Mnémosine qui travaille sur l'histoire du genre. Et oui, vous parlez beaucoup de la place des hommes, hein, vous l'avez dit, Merlin, Arthur, Uther. Il y a des femmes, vous l'avez dit, notamment, bien sûr, Morgane, Morgause, qui sont présentes. Vous l'avez dit aussi, Gwen. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire dessus? Quel est leur rôle? Comment est-ce qu'elles sont vues et perçues à la lumière actuelle, mais aussi par rapport à ce qu'elles étaient dans les sources médiévales? Alors, il est vrai que la plupart des personnages féminins principaux sont ou deviennent maléfiques. Donc, en particulier Nimue, donc, qui est un des noms de la fée Viviane, Morgause et Morgane, Morgause étant la demi-sœur de Morgane. Mais il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si Morgane devient maléfique, c'est quand même à cause de l'intolérance d'Uther et de la haine qui finit par l'habiter. Mais pour reprendre Ellis Meredith, hein, qui a écrit un article sur la question, cette représentation de trois héroïnes qui deviennent maléfiques incarne la malveillance d'un système matriarcal de l'ancienne religion. Et en fait, du coup, par ricochet, ça renforcerait la domination souhaitable du pouvoir masculin. Et c'est d'ailleurs la même, il y en a un ou deux autres, qui trouvent que Gwen, donc Guenièvre, hein, qui est au début la servante de Morgane, mais qui finit par devenir reine, est sans saveur et que son couronnement augure d'une royauté, voilà, c'est la citation que je vous ai donnée tout à l'heure, d'une royauté bien palote et pas vraiment flamboyante. Alors, ça me paraît discutable pour plusieurs raisons. La première, c'est que Gwen est quand même finalement un personnage assez complexe. Elle sait se battre. Certes, elle est follement amoureuse d'Arthur, mais enfin bon, ça, c'est pas un défaut en soi. Elle prend quand même un certain nombre de décisions à la fin de la série, euh, au moment où elle devient reine, en fait, elle prend quand même un certain nombre de décisions difficiles. Et donc, moi, je trouve que c'est quand même un personnage finalement assez complexe. Par ailleurs, il y a beaucoup d'autres personnages féminins secondaires qui sont positifs. Alors évidemment, il y a l'éphémère amoureuse de Merlin, Freya. Il y en a plein d'autres comme ça. Il y a des druidesses, etc. Et par rapport aux romans médiévaux, effectivement, les grandes héroïnes, donc comme Morgane ou Viviane, sont souvent ambivalentes. Et là, pour le coup, ça va vraiment dépendre des versions. Il y a des versions où elles vont être considérées comme plutôt positives et des versions où elles vont être brossées de manière beaucoup plus négative. Donc, les romans médiévaux, pour ça, sont assez ambivalents, même si ça reste quand même un monde d'hommes, il faut bien le dire. Mais il y a quand même une ambivalence. Et c'est une ambivalence qu'on retrouve chez Morgane, finalement, puisque avant de devenir définitivement méchante, je l'ai dit, elle est pas tant que ça. Et par ailleurs, il y a aussi beaucoup de personnages masculins qui sont maléfiques. Donc, on rencontre tout un tas de sorciers nécromanciens au lieu de la série, tout un tas d'assassins qui veulent tuer Arthur. On a aussi, à partir de la saison 4, l'oncle de Morgane et d'Arthur qui s'appelle Agravin, qui est particulièrement désagréable, qui prend le parti de Morgane et qui est particulièrement désagréable. Les ennemis du royaume de Camelot aussi, les Saxons notamment, qui sont vraiment pas des hommes très très gentils. Donc finalement, on a quand même, je trouve, un relatif équilibre, même si bon, les principaux héros, ça reste quand même Arthur et Merlin et que ce sont des hommes, mais on a quand même, je pense pas qu'on puisse y voir tant que ça une volonté de domination masculine absolue dans cette série. Enfin, disons que l'interprétation me paraît un petit peu excessive. Dernière question, Aude, pour terminer cet enregistrement autour de la série Merlin qui était parue sur la BBC. C'est la question, on va dire une question géopolitique, même si on est bien sûr, vous l'avez rappelé, dans ici une fiction, c'est la question de l'unité d'Albion. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, puisque c'est quand même le but du roi Arthur et que finalement dans cette série, on va voir que Arthur ne réussit pas à unifier toute l'île.
Effectivement, même Arthur, une fois qu'il devient roi, n'unifie pas toute l'île d'Abion, puisque il y a les Saxons qui sont contre lui, qui apparaissent dans la saison 5, hein, alors que dans la légende médiévale, il commence par battre les Saxons, et après, il se passe plein d'autres choses. Il reste le roi de Camelot, donc contrairement aux récits médiévaux. Mais en fait, il ne se pose pas tellement la question et il n'a pas tellement le temps de se la poser, puisque finalement, par rapport aux romans médiévaux où on voit assez peu Uther et beaucoup Arthur, et donc toute la carrière d'Arthur, si on peut dire, là, c'est quand même, Arthur n'est pas le roi très longtemps. Et finalement, la série s'arrête où, à mi-chemin des romans médiévaux, on va dire, sauf qu'il meurt avant. Voilà. Donc là, ils ont fait un raccourci, mais qui fait que du coup, effectivement, Arthur n'unifie pas Albion, qui reste uniquement le roi du royaume de Camelot. Mais cela dit, il faut quand même souligner, comme le dit d'ailleurs le dragon Kilgara dans le dernier épisode, et toujours en rupture avec la légende médiévale, que Camelot est en paix, puisque son ennemi juré, Morgane, bon là je spoil un peu, j'avoue, mais bon, en même temps, la légende arthurienne, tout le monde sait qu'Arthur meurt à la fin. Donc l'ennemi juré de Camelot, Morgane, est morte. Les Saxons alliés Morgane dans la dernière saison sont également défaits. Et Gwen est couronnée reine et reconnue par tous. Et finalement, on ne sait pas en fait ce qu'il en est des autres ennemis de Camelot, par exemple le royaume de Senreth, qui est à l'ouest. Cela dit, il y a quand même un questionnement sur l'identité britannique et anglaise dans ces différentes composantes, peut-être pas forcément donc sur justement le fait de ne pas vouloir unifier Albion pose la question, des questions quand même très actuelles, hein, parce que comme vous le savez, en ce moment, c'est quand même compliqué entre les Écossais et les Anglais, voire même les Gallois, sans parler des Irlandais du Nord. Et la série aussi aborde les anxiétés de nos sociétés post-industrielles, hein, notamment on a vu tout ce qui concerne l'usage de la technologie, de l'environnement, etc. Et en cela, à mon avis, la série rejoint quand même beaucoup d'autres séries actuelles, puisque à travers le divertissement, parce que ça reste donc une série familiale, même si plus ça va, plus c'est sombre et plus c'est noir. Mais donc à travers le divertissement, elle soulève quand même des questions tout à fait contemporaines sur l'identité anglaise, sur qu'est-ce qu'être un Anglais, qu'est-ce qu'être un membre du royaume de Camelot quelque part. Et en ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est une réactualisation constante de la légende arthurienne, mais qui est tellement riche en fait depuis le XIIe siècle, voire avant, qu'elle peut donner vraiment lieu à toutes sortes d'interprétations, et que c'est pour ça que je pense qu'on continuera encore à faire des films, des séries et à écrire des livres sur Arthur et Merlin. Aude Méret, merci pour la présentation dans notre épisode 76 d'Histoire en série de la série Merlin, donc paru sur la BBC. Alors pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je renvoie vers l'article que vous avez publié dans la revue médiévale numéro 78 qui est paru en 2020, où vous avez déjà traité de cette série-là. Et puis aussi, vous avez fourni, bien sûr, comme tous les intervenants et intervenantes de l'émission, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'épisode sur notre site internet histoireensérie.com, ce qui permettra à celles et ceux qui ne connaîtraient pas bien cette légende arthurienne d'approfondir cela. Et puis je renvoie aussi pour faire un parallèle à une autre série que nous avons analysée dans notre saison 2 du podcast Histoire en série, dans l'épisode 41 avec Justine Breton. C'était la série Kurt, que l'on retrouve encore actuellement sur Netflix. Voilà, Aude Méret, merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clean. Such a beautiful planet populated by a stranger anymore.